le chef d'entreprise bien conseillé, anticipant effectivement ces problématiques, pourra toujours, au travers de stratégies qui ont été cette fois consacrées par les lois de finances dont je parle, et non pas remises en cause, pourront encore effectivement obtenir des schémas soit de transmission, soit de cession favorable. Je voudrais ici insister, évidemment, et Benoît m'a introduit en cette matière, sur la constitution d'une société holding. On voit fleurir, ni plus ni moins, les sociétés holding en France, pour une bonne et simple raison, pour plusieurs raisons d'ailleurs, que je vais essayer de retrouver ici avec vous et de détailler si possible. La première des raisons, et les lois de finances ne sont pas revenues sur ce sujet, même si dans les débats et les discussions, il avait été question de revoir un peu le schéma de distribution des dividendes entre les mères et les filles, c'est le premier point, les régimes mère-fille. Eh bien là, rapidement, le législateur a été contré. Contré pourquoi? Parce que ce dispositif est d'origine européenne. C'est une directive européenne qui a fixé le mécanisme du régime mère-fille et de l'imposition à la quote-part de frais et charges. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette quote-part de frais et charges, qui est l'unique imposition dans un régime de distribution de dividendes entre une filiale et sa mère, eh bien, va subsister encore un petit peu. Concrètement, lorsque vous avez un résultat, un bénéfice dans votre filiale, lorsque vous le remontez dans votre société holding au travers d'une distribution, vous n'êtes taxé dans ce cas de figure qu'à hauteur d'une quote-part de frais et charges, quote-part de frais et charges qui est un forfait appliqué par l'administration fiscale, égal à 5% du montant de la distribution, rapporté à un taux d'un tiers, ça fait une imposition à 1,66%. C'est ce qu'il faut retenir. Concrètement, vous avez 100 de dividendes, vous avez dans votre holding, ce qui remonte 100 moins 1,66 d'impôt, il vous reste 98,4 à peu près de disponibilité pour réinvestir. C'est un vrai effet de levier, à comparer avec une personne physique qui détiendrait la participation dans cette même société, eh bien, il paierait l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, avec la nouvelle fiscalité qu'a décrite Benoît. L'effet de réinvestissement est moindre, évidemment. On paierait l'impôt sur le revenu, il en resterait peut-être 70, 60 dans le meilleur des cas, pour réinvestir cette même somme d'argent pourtant distribuée. Donc là, on a un vrai effet de levier qui milite considérablement en faveur de la constitution d'une société holding. Vous me direz, et vous aurez raison, néanmoins, cet argent-là, il n'est pas dans la poche du chef d'entreprise, il n'est pas dans la poche de l'associé, c'est vrai, il est dans la poche de la société holding, il faut bien l'entendre comme tel, et donc doit être réinvesti par cette même société holding. C'est l'écueil, évidemment. Si vous le redistribuez une deuxième fois vers vous, lorsque vous êtes associé de cette société holding, là, évidemment, vous passez à la trappe fiscale, puisqu'on ne vous oublie pas, et l'impôt sur le revenu sera prélevé à cette occasion. Deuxième avantage véritable pour s'orienter aujourd'hui plus que jamais vers la constitution d'une société holding, c'est l'avantage constitué par la déductibilité des intérêts d'emprunt. Là aussi, je vous épargnerai tous les débats, on a eu beaucoup de sueur froide, il avait été question de remettre en cause purement et simplement la déductibilité des intérêts d'emprunt dans les holdings. Fort heureusement, on est revenu un peu à la raison, et finalement s'alignant quelque part sur ce que font les Allemands, on a prévu un plafonnement de déductibilité de ces intérêts d'emprunt, qui, dans un premier temps, en 2013, sera un plafonnement à hauteur de 85%, puis 75% par la suite. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour vos PME, PMI, vous ne serez probablement pas concernés, puisque vous avez vu qu'il y a également un seuil, et que ce seuil est très important, puisque cette non-déductibilité s'appliquera qu'au-delà de 3 millions d'euros d'intérêts d'emprunt. Si vous empruntez à 3%, ça vous ramène à 90 ou 100 millions d'euros d'emprunt dans votre holding. Je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des sociétés de ce niveau-là. En tout cas, dans nos PME locales, c'est plus qu'exceptionnel. Donc concrètement, vous pourrez continuer à déduire les intérêts des prêts que vous contractez dans vos holdings pour vos investissements. C'est une bonne nouvelle, là aussi, d'avoir maintenu pour les PME ce dispositif. Vous voyez, j'essaie d'être encourageant et de vous inciter à réfléchir à cette société holding. Le troisième dispositif, qui est vraiment lui aussi essentiel, je trouve, dans le paysage français, et qui est un véritable outil de défiscalisation intéressant, lorsqu'il est bien manié là aussi, ce qui fait dire d'ailleurs à certains dans les presses françaises, voire internationales, qu'on constitue un certain paradis fiscal sur ce terrain-là, n'ayons pas peur des mots, puisque lorsque vous cédez vos titres d'une filiale détenue par une société holding, et que vous êtes un homme patient, en tout cas pas spéculateur, vous attendez 2 ans,
2 ans minimum, c'est la condition préalable, eh bien vous ne serez pas imposé sur la plus-value de cession. La holding, dans mon exemple, détient la société filiale. Les titres sont donc un actif de ma société stratégie. Cette société stratégie, 3 ans après avoir acquis les titres de la société croissance, décide de les céder. Elle a donc dépassé le délai de 2 ans. Cette cession est exonérée de plus-value. C'est un dispositif qui est assez ancien, qui a été reconduit, même s'il a encore une fois été longuement discuté par le législateur. Il a été reconduit. C'est la niche Copé, pour certains, connaissent peut-être certains sous cette appellation, c'est cette fameuse niche Copé, donc elle a été reconduite. Ce qu'il faut quand même mesurer, c'est que la loi de finances avait quand même son petit mot à dire, évidemment. Cette imposition, cette exonération d'imposition, elle n'est pas totale. Je ne serais pas complet si je disais ça. Il subsiste une quote-part, là aussi, une quote-part de frais et charges, un peu comme tout à l'heure, vous savez, pour la distribution des dividendes. Nous avons une quote-part de frais et charges qui a été légèrement rehaussée. Et oui, la loi de finances est toutefois passée par là. Légèrement rehaussée. Désormais, l'imposition qu'il faut retenir, c'est 4%. 4% d'imposition sur cette opération. Là où elle était avant de 3,33%, elle est passée à 4%. Il y a eu un rehaussement de l'assiette qui est passé de 10 à 12%, ramené à mon tour toujours d'imposition d'un tiers de 12, ça m'amène bien à 4% d'imposition. On donne un petit exemple en deçà pour vous montrer comment ça fonctionne. 12% s'applique au montant de la plus-value, rapporté à ce taux de 33 1/3 que vous connaissez bien, ça nous donne une imposition ici dans mon exemple de 16 K € pour une cession avec une plus-value de 400 000 €. Ce n'est pas une non-imposition, mais c'est quand même modéré et ça permet efficacement de restructurer et de céder ses participations. On essaye d'être rapide, d'aller suffisamment vite, mais pas néanmoins de vous perdre en chemin. L'apport cession, c'est un autre dispositif dont il faut vous parler, au moins en retenir l'existence. C'est un mécanisme relativement complexe qui consiste, vous le voyez dans ce petit schéma graduel, eh bien, à faire apporter par la personne physique, M. Optima, qui porte bien son nom. M. Optima détient les titres de la société Croissance et il lui vient à l'idée de projeter une cession. Tiens donc, comment vais-je procéder? Benoît, on a un peu touché mot tout à l'heure. Eh bien, il s'agit d'être opportun, sans pour autant constituer un abus de droit. Que conseille donc le fiscaliste de M. Optima? Il lui conseille d'apporter les titres, c'est le régime ancien. Il apportait ces titres à la société stratégie, notre société holding. Là, dans cette opération, cette première opération d'apport, il bénéficiait d'un sursis d'imposition. Tout va bien pour l'instant. Pas d'imposition, on ne constate pas pour l'heure l'imposition sur cette plus-value. Elle est simplement neutralisée. Donc cette première opération qui vise ensuite à la société stratégie de détenir la société croissance est sans imposition. Deuxième opération, temps numéro 2, cet apport réalisé, les titres sont donc inscrits, j'espère me faire bien comprendre, ces titres sont désormais inscrits à l'actif de la société stratégie, à la holding, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la société stratégie cède la participation qu'elle vient de recevoir. C'est assez génial dans le principe et dans le concept, puisque votre valeur d'apport, vous apportez vos titres de votre société croissance pour une valeur de 100. 6 mois plus tard, soyons fous, vous cédez par la société stratégie les titres que vous venez de recevoir, que la société stratégie vient de recevoir. Évidemment, vous les cédez pour une valeur très proche des 100 de tout à l'heure. 100 moins 100 égale plus-value de 0. C'est-à-dire que je gomme, j'ai un effet de gommage de la plus-value. J'ai une valeur d'apport qui est quasiment la valeur de cession, donc je gomme mécaniquement, je gomme cette plus-value. Et donc j'échappe à l'imposition. C'est assez génial puisque le préalable, c'est que vous avez apporté avec un sursis d'imposition. Pour l'instant, vous êtes passé entre les mailles du filet. Évidemment, ce montage, on peut le concevoir, a été regardé à la loupe par l'administration fiscale, qui s'est intéressée à plein d'égards, et qui considérait qu'il pouvait constituer un abus de droit. C'était comme ça que l'administration procédait. Elle allait regarder le montage, elle regardait s'il avait un but exclusivement fiscal. S'il avait un but exclusivement fiscal, dans ces conditions, elle considérait qu'il y avait abus de droit. S'il y avait abus de droit, elle requalifiait l'opération, elle taxait l'opération, alors que même on y avait échappé, soi-disant. Alors,
Le Conseil d'État a eu l'occasion de statuer en juillet 2012 dans un arrêt de principe très important, qui, vous allez voir, je vous en cite un peu le contenu, parce qu'on va le retrouver dans la loi de finances que je vais décrire tout à l'heure. Que disait le Conseil d'État pour valider cette opération? C'était une bataille féroce entre les conseils, les chefs d'entreprise et l'administration fiscale. Le comité de répression des abus de droit a été saisi très régulièrement sur ces questions-là pour conclure ou ne pas conclure un abus de droit. Le Conseil d'État nous disait à l'époque qu'il y avait abus de droit, sauf, et tous les mots sont importants, on est un pays littéraire, avec des notions et des concepts pas toujours faciles à maîtriser. Premier concept défini par le Conseil d'État, assez simple, il fallait réinvestir. Jusque-là, on savait faire. Dans un délai raisonnable, ça devenait un peu plus complexe. Quel était le délai? On s'arrachait les cheveux. Une part significative, nouveau concept, part significative, prépondérante, principale, accessoire, quoi, par le ton, difficile. Et enfin, dans une activité économique. Là aussi, l'activité économique, est-ce que ça va jusqu'à la gestion des valeurs mobilières qu'on détient? Est-ce que ça va jusqu'à la gestion de son patrimoine immobilier? Probablement pas. Toujours est-il qu'on avait une définition donnée par le Conseil d'État et que c'était sur ces bases-là que les montages voyaient le jour ou ne voyaient pas le jour d'ailleurs, parce que l'insécurité était réelle sur ce type d'opération. Eh bien moi je félicite ici le législateur pour sa loi de finances, c'est pas souvent, mais là je le félicite parce que je le considère, il a clarifié la situation. Il n'a pas remis en cause le montage, c'est quand même un montage assez remarquable dans son efficacité, il ne l'a pas remis en cause, mais il l'a sécurisé. Il l'a sécurisé de telle manière qu'il l'a codifié. Nous avons donc maintenant un texte, non plus un dispositif du Conseil d'État, nous avons un texte précis et engageant qui permet effectivement de se retrancher derrière effectivement le dispositif fiscal que je vous présente ici. Alors, concrètement, pour essayer d'être le plus précis possible, le report de tout à l'heure, vous savez, on avait deux opérations. On avait une opération d'apport et une opération de cession. On apportait d'abord à la holding et la holding cédait. L'opération d'apport, elle a été légèrement modifiée dans son concept fiscal, puisque désormais ce n'est plus un sursis d'imposition, mais un report d'imposition. Là aussi, les mots sont importants, ce qui voudra dire que si c'est un report d'imposition, vous allez devoir déclarer dans la 2042 la plus-value, la suivre à la trace, que l'administration ne veut pas la perdre. Concrètement, le mécanisme vous fait perdre cet avantage de report dans les hypothèses suivantes. C'est-à-dire que votre report, avantage fiscal évident, tombera lorsque vous ferez quoi? Lorsque vous vendrez les titres de la holding, je vais peut-être revenir un instant sur mon montage, lorsque vous vendrez les titres de la holding reçus en contrepartie de l'apport, là, votre report tombera et vous aurez là l'imposition de la plus-value initiale. C'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le report tombera lorsque vous céderez, non plus cette fois les titres de la holding, mais les fameux titres apportés, les titres de la société croissance, avant un délai de 3 ans. Donc si vous êtes au-delà de 3 ans, votre dispositif il est sécurisé. Votre report il est maintenu. En deçà du délai de 3 ans, ça m'ennuie un peu jusqu'à présent, effectivement, on fait tomber le report. Ce n'est pas du tout le souhait, effectivement, de l'opération et du conseil de l'opération. Pour autant, et c'est là qu'on retrouve l'analyse faite par le Conseil d'État, il y a une exception très intéressante lorsqu'on est en deçà de ce délai. Et la possession, c'est, dans beaucoup de cas, évidemment, d'être en deçà de ce délai de 3 ans. L'opération est rapide. Et bien dès lors, il faudra réinvestir. On retrouve les termes du Conseil d'État. Réinvestir, mais cette fois avec des considérations et des modalités très précises. Nous dit le texte, il faudra réinvestir le produit de la vente dans les 24 mois. Pas un délai raisonnable à 24 mois. C'est quand même un peu plus efficace dans la compréhension du concept. 24 mois pour réinvestir. C'est long, c'est court, on peut voir tous les commentaires. Moi, je trouve ça satisfaisant. 50% minimum. Là, c'est pas comme tout à l'heure, comme le décrivait Benoît, c'est pas au-delà de 50%, je suis taxé, non, c'est vous réinvestissez 50% au moins du prix de vente et c'est l'ensemble du dispositif qui conduit à l'exonération. Il n'y a pas de remise en cause. 50%, ce qui veut dire que vous êtes libre, au-delà de ces 50%, bien d'investir dans des catégories différentes que ce que je vais vous expliquer tout de suite. Et vous devez réinvestir dans quoi ces 50% minimum? Dans une activité économique qui a été définie dans le texte. C'est une activité
industrielle, commerciale, artisanale, libérale, etc. C'est-à-dire une activité créant de l'emploi, une activité économique à proprement parler. Ne sont pas visés pour ces 50%, ce qui n'est pas le cas pour les autres 50%, ne sont pas visés ici pour remplir les conditions, les activités de gestion de patrimoine. Vous ne pourrez pas dire, je vais acheter des participations dans une société qui m'intéresse à hauteur de quelques pourcents pour investir, ou encore dans une société immobilière, ou dans des murs commerciaux, etc., pour gérer votre propre patrimoine. Ça ne fonctionnera pas. Il s'agit bien d'une activité économique au sens de la loi. Vous pourrez par contre intervenir sous forme d'augmentation de capital ou sous forme d'achat. Pas de difficulté, en achat de titres. Donc on voit que les contours maintenant sécurisés, ce régime de l'apport cession, on va pouvoir plus communément, plus facilement l'utiliser indéniablement. Alors le schéma final, quand tout ça est bien réalisé et dans les bonnes conditions, eh bien, ça nous donne effectivement ce schéma terminal avec M. Optima dans un premier temps donc, qui détenait cette fameuse société, qui les a apportés à la société stratégie. Cette société stratégie recevait donc les titres apportés par M. Optima, elle détenait donc la participation dans croissance. Ensuite, cette société stratégie vend ses titres à un tiers, peu importe, elle reçoit le prix, et le prix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le réinvestit, au moins à hauteur de 50% dans une société différente. Voilà, sous cette réserve-là, vous pouvez faire l'opération rapidement, quelques mois, quelques semaines, selon le temps de réalisation, et vous aurez effectivement le bénéfice de ce gommage, ni plus ni moins fiscal. Maintenant, contractualiser, légaliser, on va même dire, donc sécuriser. Alors, j'ai dû remettre la même chose. Non. Je change de chapitre, s'il vous plaît. J'en ai terminé pour l'heure avec la holding, mais puisque mon thème est la stratégie d'optimisation, je suis allé jusqu'au bout de cette optimisation, en tout cas de ce qui nous reste à disposition, pour vous rassurer et puis pour donner un peu d'allant à l'issue de cette réunion. Tout n'est pas morose, loin de là. Le régime de donation avant cession, c'est un régime, je me tourne vers notre notaire, Laurent Bourgoin. C'est vrai que ce régime a été là aussi longuement discuté par les députés, les sénateurs. Pourquoi? Parce que ce régime est assez efficace aussi dans son dispositif ancien. Quel était-il? Il s'agissait ici, une opération de gommage, un peu comme tout à l'heure, il s'agissait ici de donner préalablement à la vente tout ou partie des titres que l'on détient à ses enfants. Mon exemple, c'est M. Optima, qui porte toujours bien son nom, qui détient les titres de la société Croissance et qui décide, quelques semaines, quelques mois avant l'opération de vente qu'il a projetée, de donner 10-15% du capital social de sa société à ses enfants. Ces enfants reçoivent donc les titres dans leur patrimoine pour la valeur pour laquelle ils ont été identifiés dans la donation. Ensuite, les enfants de M. Optima participeront à l'opération de cession de l'entreprise et récolteront les fruits de cette opération. Ils vendront. Ce qui est intéressant dans ce dispositif, quand il était utilisé correctement, eh bien, c'est que, effectivement, utilisant d'abord les nouveaux seuils, Laurent les a rappelés tout à l'heure, 100 000 € par enfant et par parent, donc cette opération de donation, on essaye de la placer sur les fourches bienveillantes du dispositif législatif actuel, c'est-à-dire ne pas trop donner des valeurs qui rentrent dans le champ de l'abattement pour ne pas subir les droits de succession, 100 000 € par enfant et par parent, hein, ça laisse un peu de marge quand même sur les opérations, surtout quand vous faites du démembrement de propriété, et que vous ne donnez pas seulement la pleine propriété, mais vous donnez la nue propriété des titres, ce qui est souvent le montage préconisé. Vous avez une certaine masse à transmettre en franchise fiscale. Deuxième opération, vos enfants vendent effectivement les titres qu'ils viennent de recevoir. Ils les vendent pour le prix effectivement proposé par le tiers acquéreur, mais qui correspond bon an mal an à la valeur de donation. Là aussi, plus-value, je la calcule, valeur de vente moins ma valeur d'apport, ou ma valeur de réception dans mon patrimoine, c'était la valeur de donation, je gomme la plus-value. Si j'ai apporté pour une valeur, si j'ai donné pour une valeur de 100 et que je vends pour une valeur de 100, 100 moins 100 égale 0, par un effet mécanique, je gomme la plus-value. Donc c'est un mécanisme assez génial, qui fonctionne très bien, et qu'on met en place très souvent, Laurent ne le contredira pas. Évidemment, le législateur, ils sont à la recherche, ces derniers temps, vous l'avez bien compris,
de quelques subsides supplémentaires pour les caisses de l'État est tombé dans le collimateur. On pouvait s'y attendre. Donc le premier travail du législateur, ça a été d'essayer de corriger cette opération. Comment il a fait, le législateur? Il s'est dit, cette opération, si elle est réalisée trop proche dans le temps, elle me pose une difficulté parce que l'avantage fiscal créé, considéré le législateur, est anti-économique ou en tout cas ne correspond pas à la logique fiscale de l'administration. Donc ils ont prévu, c'était l'article à l'époque 19 de la loi de finances précisément, ils ont prévu effectivement d'instaurer un délai entre mes deux opérations, entre mon opération de donation et puis mon opération de cession. Un délai de 18 mois précisément qui a été instauré par le législateur pour dire entre ces deux opérations, si vous le faites dans le délai de 18 mois, je considère qu'il n'y a pas d'échappatoire à la plus-value, vous serez taxé, requalifié et taxé sur la valeur originelle. Par contre, si vous attendez 18 mois entre les deux opérations, j'accepte qu'effectivement, il y ait ce gommage de plus-value. Ça a été sujet à beaucoup de discussions, et je mets volontairement, et de façon ironique, merci le Conseil constitutionnel, parce qu'il faut féliciter nos juges suprêmes, ils ont beaucoup travaillé en cette fin d'année pour pondre leur réforme du dispositif de la loi de finances le 29 décembre. Le 29 décembre, les commentaires ont pu tomber, et nous avons vu effectivement disparaître un certain nombre de dispositifs de la loi fiscale. Et dans ces disparitions figurait le fameux article 19. Je me suis un peu intéressé par curiosité à la motivation de ce Conseil constitutionnel. C'est toujours intéressant de savoir comment nos juges suprêmes peuvent, comme ça, contredire un dispositif fiscal, et c'est intéressant sur le plan des principes. Eh bien, le juge fiscal, ici, il a été contredit. Pourquoi? Parce qu'il contrevenait à notre Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est remonté à 1789, qui est le texte fondateur que vous connaissez, et effectivement, il a trouvé son fondement dans ce texte originel. Un texte merveilleux hein, pour ceux qui l'ont lu. L'article 13 de ce dispositif, de cette déclaration, prévoit que finalement, je vais rappeler un peu en substance ici le texte tel qu'il est dans la déclaration, mais c'est quoi? C'est l'égalité des contribuables devant l'impôt. Ce principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt. Égalitairement répartis, nous dit-on, à raison des facultés des citoyens. Eh bien, le Conseil constitutionnel a considéré qu'effectivement ici, les enfants qui recevaient les titres et qui vendaient se voyaient appliquer une imposition supplémentaire qu'ils ne méritaient pas, puisque l'enrichissement n'était pas lié à ces enfants, mais c'était lié aux parents qui eux-mêmes s'étaient enrichis sur la valeur de leur entreprise. Et que donc on faisait supporter à des enfants un impôt qu'ils n'auraient pas dû payer. C'est assez logique, c'est plutôt bien vu. Ça a donc été jugé anticonstitutionnel. On fait payer à quelqu'un quelque chose qui n'est pas dû. On a une rupture devant l'égalité de l'impôt. Le Conseil constitutionnel n'est pas allé plus avant dans l'examen de ce texte et a considéré ce texte anticonstitutionnel. Voilà pourquoi il a disparu et pourquoi nous sommes dans le dispositif ancien qui, je le rappelle, même s'il présente encore un petit caractère d'insécurité, est quand même assez commode. Qu'est-ce que c'est le dispositif ancien? C'est le Conseil d'État qui nous donne la réponse. Et que dit le Conseil d'État? Il dit, le Conseil d'État, il faut mesurer tout simplement si la donation est réelle ou fictive. C'est le seul critère que pose le Conseil d'État. Est-ce réel? Est-ce fictif? Concrètement, comment fait-on? Bien, le Code civil, là encore, nous aide bien, puisque le Code civil prévoit les modalités d'une donation. Il l'explique très bien, et donc on se retranche derrière une disposition bien connue du Code civil pour mesurer si cette donation est réelle ou fictive. Et pour qu'elle soit réelle, 3 conditions sont à remplir. Vous voyez, elles sont simples. Il faut que ce soit une réelle intention libérale. J'ai vraiment envie de donner à mes enfants, je n'ai pas de contrepartie financière. Une intention libérale. Deuxièmement, cette donation doit être irrévocable. Il ne faut pas prévoir des modalités particulières pour remettre en cause immédiatement après l'opération. Sauf, nous dit le Code civil, le cas d'ingratitude. Alors ça, le cas d'ingratitude, c'est un cas douloureux, puisque c'est le parricide qui est visé pour le cas d'ingratitude. Vous voyez, on va très très loin, hein. Effectivement. On peut considérer que là, il y a peut-être ingratitude et remise en cause de la donation. Mais vous voyez, c'est un cas exceptionnel. Troisième cas, elle doit être acceptée par le donataire. Oui, effectivement, quand on dote ses enfants, en général, ils refusent rarement. Donc là aussi, on voit assez bien comment ça fonctionne. Alors, la seule petite précaution qu'il faudra continuer à prendre néanmoins, il s'agit celle du temps, faire attention à ce que toutefois la donation se place bien antérieurement avant la vente. Je m'explique,
il ne faudrait pas que cette donation intervienne entre la promesse de cession qu'on a faite à un tiers acquéreur et puis la vente définitive, c'est-à-dire entre le compromis et la vente. Là, on prend un risque majeur. On devra quand même identifier ces donations antérieurement aux actes qui conduisent à la vente de l'entreprise et aux avant-contrats. Voilà. Dernier dispositif, et j'en aurai terminé, c'est peut-être le dispositif le plus complexe et peut-être le moins utilisé, le moins courant. Néanmoins, il faut le citer puisqu'il a été aussi légèrement retouché par la loi de finances. C'est un mécanisme bien connu des praticiens qui est celui de l'usufruit temporaire. Pour certains, ça évoque sûrement des sujets, certains ont peut-être déjà un montage en place de cette manière. De quoi s'agit-il? Je reviens sur mon schéma, c'est souvent plus intéressant de s'intéresser au schéma. Mon fameux monsieur Optima détient une SCI. Il détient les parts sociales de la SCI Entrepôt. Cette société, comme son nom l'indique Entrepôt, loue un entrepôt à sa société d'exploitation, société dont il est le gérant, dont il anime l'activité, au titre d'un bail commercial. Jusque-là, c'est assez classique. C'est le schéma habituel. Location à sa société d'exploitation. Mais M. Optima, il est un peu plus filou, un peu plus retors, et il décide, sur le fondement d'une disposition du Code civil, de démembrer la propriété de ses parts sociales, de scinder l'usufruit de la nue propriété, et finalement de céder, de conserver la nue propriété à titre personnel, et de céder l'usufruit de ses parts sociales à sa société d'exploitation. C'est ce qu'on appelle une cession d'usufruit temporaire. Temporaire, pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme présent dans le Code civil qui permet de limiter dans le temps les effets de cette cession. Concrètement, vous cédez pour une période donnée, à l'issue de cette période, 10 ans, 15 ans, 20 ans, la constitution de la pleine propriété est refaite sur la tête de M. Optima. C'est-à-dire qu'il récupère ce qu'il a vendu, à savoir l'usufruit, reconstitution, donc de la pleine propriété sur sa tête. Pas mal, ça permet effectivement d'obtenir quelques avantages que je décris ensuite ci-après. Avantages de cette opération. Pour la société croissance, quels étaient ces avantages? Eh bien d'abord, l'usufruit des titres qui s'inscrivent à l'actif de la société croissance. Société croissance, c'est une société d'exploitation classique, soumise à l'impôt société. Pour elle, l'usufruit est amortissable. Je passe donc des charges d'amortissement. Je diminue mon résultat fiscal. Très avantageux. Deuxièmement, pour racheter l'usufruit temporaire de M. Optima, qui est d'ailleurs son associé, eh bien j'emprunte. J'emprunte et les intérêts sont déductibles. Nouvelle charge fiscale, déductible. Je diminue encore mon résultat fiscal. Enfin, effet de trésorerie d'aubaine, puisque je n'ai plus de loyer, j'ai un usufruit, j'ai donc une économie de trésorerie, surtout si je module correctement le montant de mon emprunt en face. Je fais un gain de trésorerie si tout va bien. Et puis enfin, j'améliore ma position juridique, en tout cas c'est comme ça qu'on défendait les dossiers quand l'administration venait nous voir. J'améliore la position juridique de la société croissance. Pourquoi? Je suis usufruitier plutôt que locataire. On peut considérer que c'est une situation plus stable que celle de locataire. Pour M. Optima, solution aussi assez géniale, puisque M. Optima, dans un premier temps, il vend, il récolte du cash sur l'opération de cession d'usufruit temporaire. Il bénéficie à cette occasion et lors de la cession jusqu'alors du régime des plus-values immobilières. Si c'était un homme qui possédait depuis plusieurs années, voire 15 ans, 30 ans maintenant, l'usufruit de ses parts sociales, eh bien il était exonéré de plus-value, donc il pouvait bénéficier d'une exonération sur la cession. Il vendait en étant exonéré et il récupérait, à l'issue de son délai, 15 ans par exemple, eh bien, la pleine propriété de ses parts à l'issue, qu'il pouvait donc revendre. Belle opération. Bien fait, pas de fiscalité sur la vente. Deuxième attrait, je récupère l'ensemble, je reconstitue la pleine propriété, je peux revendre. Tout ça, évidemment, ça chagrinait un peu l'administration fiscale aussi. Mais elle est très embarrassée, l'administration fiscale, sur un sujet comme ça. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la notion d'abus de droit qui permet à l'administration fiscale, ou de fraude à la loi, qui permet à l'administration fiscale de revenir sur ces dispositifs. Et pour ce faire, le texte est clair, précis, il faut que le but soit exclusivement fiscal. Ici, le but n'est pas exclusivement fiscal. Et l'administration se faisait régulièrement retoquer dans le juge en disant mais non, il y a un but économique, il y a une économie de trésorerie, il y a peut-être une vocation successorale, de transmission familiale, etc. Ce qui fait que l'administration n'arrivait pas à remettre en cause ces montages. Ils ont perduré d'ailleurs de nombreuses années. Mais voilà, le législateur, lui, il peut contourner effectivement le juge quand il en a besoin,
et c'est l'article 15. Alors que dit l'article 15 aujourd'hui? Eh bien, il dit que l'usufruit temporaire n'est pas, certes, remis en cause, il ne le pourrait pas, c'est un dispositif du Code civil. Par contre, il change l'imposition désormais de la fameuse cession par M. Optima de son usufruit à la société. Que dit désormais le texte? Là où nous étions imposés comme une plus-value immobilière, je vous dis qu'on pouvait même être exonéré si on attendait suffisamment longtemps, et bien désormais, on ne sera plus taxé sur le terrain des plus-values immobilières, mais taxé sur le terrain, dans mon exemple, des revenus fonciers, comme un loyer. C'est-à-dire que le législateur a été assez malin, considérant que cette opération est une opération économique, bien évidemment, et qu'elle elle permet finalement à M. Optima d'encaisser, lors de la vente de son usufruit temporaire, des loyers par avance. S'il avait été dans un dispositif classique, il aurait reçu des loyers chaque année. Là, finalement, il s'affranchit des loyers, il prend un prix, il n'y a plus de loyer, mais finalement, ce prix correspond ni plus ni moins au montant des loyers qu'il aurait perçus. Que cela ne tienne, l'administration, via ici le législateur, a considéré dès lors, puisque c'était finalement une avance sur les loyers reçus, eh bien on allait les taxer comme des loyers. Donc finalement, on perd de l'avantage de ce dispositif, puisque désormais, on sera taxé dans la catégorie des revenus fonciers, ce qui veut dire également prélèvements sociaux sur l'opération. Donc elle devient nettement moins avantageuse. On l'examinera au cas par cas, mais moins avantageuse. Voilà pour ces dispositifs. On pourrait s'étendre encore sur d'autres, mais je vais laisser la parole à Jean-Luc Hébert sur un autre dispositif intéressant.